On a eu Dangerous Animal, on a eu Bring Her Back le mois dernier, et maintenant on a Évanoui, donc Weapons, et on est vraiment en fait gâtés en termes de films d'horreur américains cet été. Et à chaque fois je me dis mais en fait c'est lequel le meilleur? Et en fait j'ai du mal à savoir quel est le meilleur film d'horreur de l'année. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, encore un film d'horreur. Oui. Ouais, désolé. c'est les grosses sorties maintenant, c'est les films d'horreur maintenant cet été. C'est vrai. Après les gros blockbusters qu'on a eu, maintenant c'est les films d'horreur. En plus on a limite un par semaine maintenant des films d'horreur. Oui, parce que la semaine prochaine il y en a encore un autre, mais on le fera pas celui-là. C'est ça, et la semaine encore d'après. Enfin, ça s'arrête pas. Franchement, là, les films d'horreur, là, je sais pas pourquoi maintenant c'est spécifiquement cette année, ils ont sorti plein de blockbusters, de films d'horreur l'été, en tout cas aux États-Unis, je veux dire. Ce qui est assez, je me souviens pas que c'était la norme, tu vois, est-ce que c'est un truc normal? J'ai pas de souvenir de plein de films d'horreur qui sortent l'été non plus, tu vois. Généralement, c'est plutôt vers Halloween, ouais. Je n'ai pas souvenir non plus de ça l'année dernière, mais après, peut-être que j'ai oublié aussi, parce que c'est pas des gros films, donc je sais pas. Bah, en tout cas, des films qui font l'événement ou qui font parler, parce que quand même, on a parlé de Bring Her Back, mais il y a eu Dangerous Animals qui a fait parler, puis, enfin, même si on remonte un peu 28 ans plus tard, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de films d'horreur en ce moment américains. Voilà, donc c'est, enfin, il y a une épidémie de films d'horreur. Et là, on va parler de Évanoui. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'on va dire Évanoui? Voilà. Est-ce qu'on va dire Évanoui ou Weapons quand on va chaque fois parler du film? Parce que c'est vraiment le pire titre français de l'histoire. Parce que, bah, Weapons, ça a un vrai sens dans le film, quoi, que ça s'appelle Weapons. Et là, tu fais Évanoui, bah, c'est un peu moins de sens, quoi. C'est un peu moins bien. Et tu fais, bon, bah, c'est pas très intéressant. Enfin, bref. C'est encore les titres français. Bah, la semaine dernière, on parlait de substitution, de Bring Her Back, qu'ils avaient traduit en substitution. Et tu fais, ouais, non, mais c'est pas après, très substitution, ça me paraît plus. Non, mais oui, c'est plus valide dans le film, mais c'est moche. Enfin, je veux dire, ça. Oui, ça donne pas vraiment envie, j'ai l'impression d'aller voir le film. Mais ça a un rapport avec Bring Her Back, voilà. C'est vrai. Revenir quelqu'un, la substitution, d'accord. Bon, mais après, c'est peut-être encore plus con, Bring Her Back, puisque ils ont même pas enlevé Bring Her Back. Ils ont juste rajouté substitution. Ils ont mis substitution-Bring Her Back. Donc en fait, ils ont gardé le titre d'avant enfin, bref, je sais pas comment ça se passe. Faudrait qu'un jour quelqu'un fasse une enquête sur les traductions des titres, d'où ça vient, qui les fait, pourquoi. Parce que il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Enfin, bref, revenons à nos films d'horreur. Donc voilà, Évanoui, Weapons, voilà, qui est réalisé par Zach Cregger. Zach Cregger, il a travaillé pas depuis un moment à Hollywood, mais il s'est fait remarquer l'année, il y a 3 ans, je crois, en 2022, quand il a sorti Barbarian, voilà, en anglais. Tu l'avais vu, Barbarian, à l'époque, je crois qu'il était sorti sur Disney+, c'est là qu'il avait cartonné, en plus. Et après, Netflix a acheté les droits, puis c'est ressorti sur Netflix, enfin bref. Oui, c'est vrai. C'était un gros bordel, mais en tout cas, ça a eu un énorme succès. Et t'avais bien aimé, toi, Barbarian? Sans révéler peut-être tout le film. Quoi, le poteau rose? Ouais. Ouais, c'était original. Bah, c'était sorti pendant la période d'Halloween, donc là, moi, j'avais un peu envie de regarder de l'horreur, j'avoue, quand c'est des périodes comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, Disney+ essaie toujours d'avoir un peu un film d'horreur vers la période-là. Il y avait le film avec Kathleen Dever aussi, c'est avec les extraterrestres, là. C'était un peu la même période, mais l'année d'avant, je crois. Et ouais, sur le coup, c'est surprenant. T'as dit que c'était son premier film ou pas? Parce que je crois que c'est pas son premier film, mais en tout cas c'est ce film, parce que je crois qu'il a fait une comédie en 2010. Enfin bref, il a fait d'autres choses à Hollywood, mais voilà, on va pas se mentir, il s'est fait connaître grâce à Barbarian, quoi. Oui, bah maintenant il s'est fait un nom et avec ça, et puis là on attendait en fait la confirmation à Weapon. Est-ce que c'était juste un coup de chance ou est-ce que c'est la validation, quoi? Parce que il y a des réals comme ça, ils ont fait un film, on s'est dit oh incroyable. Bon, je pense par exemple à, c'est peut-être un peu dur, mais Neil Blomkamp avec District 9. C'est pas dur, moi je trouve. C'est fair. Voilà. Non mais c'est vrai. Et derrière ça a pas vraiment suivi, quoi. Donc ouais, là bon, bah on verra ce que ça dit, mais ouais, moi j'avais plutôt apprécié. C'était original en tout cas. C'était vraiment original. Bah, c'était une grosse surprise en tout cas. C'est vrai que ça avait pris tout le monde à rebours parce que personne l'attendait vraiment, et puis c'est sorti, puis ça fait énormément parler, c'est devenu un petit événement quand même. Donc moi aussi je conseille Barbarian, c'était une grosse surprise pour moi. Il faut pas
ouais, faut pas trop révéler ce qui s'y passe non plus, tu vois, donc parce que bon voilà, c'est sympa de garder le mystère quand même sur le film parce que ça marche plutôt bien. Et surtout que c'est un film, et ça va rejoindre le film qu'on a eu aujourd'hui, qui est à peu près surprenant tout le temps, quoi, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a 3 parties assez distinctes dans le film pour rien révéler, mais avec des tons horrifiques assez différents, quoi. Et je trouve que le premier tiers, les 40 bonnes premières minutes, parce que je l'ai revu là, c'est vraiment excellent, quoi. Après ça reste bien, mais on va dans autre chose, mais je trouve que les 40 premières minutes, c'est vraiment à étudier dans les écoles de cinéma, comme on dit. Vraiment, en termes de mise en scène, c'est assez fou, quoi. Je pense que j'aime le moins, c'est vraiment la toute fin, quoi. Avec, oui. Voilà. Oui, il y a un petit retombé, oui. Voilà, ça ressemble un peu, mais avec Bill Skarsgård et tout, ouais, c'est pas mal. Bah en fait, le premier tir, il y a vraiment une montée en tension parce qu'en fait, le film joue avec ce qu'on pense en fait du film d'horreur parce que en gros, il y a une dame qui a réservé un Airbnb, elle arrive de nuit et elle se rend compte qu'il y a déjà quelqu'un dans l'Airbnb, et qui a réservé. Et donc du coup, il y a eu un bug sur l'application de réservation et donc en gros, ils sont tous les deux là. Et du coup, elle va rester là, essayer de voir s'il est bizarre ou pas. Sauf que le mec, bah c'est Bill Skarsgård, quoi. Donc en fait, c'est l'acteur de ça. Et du coup, il y a déjà un petit côté parce qu'il est charmant, mais il y a un petit côté bizarre. Et en fait, tous les 40 premières minutes, ça va jouer sur nos attentes du film d'horreur de cette fille qui rentre dans ce chalet et on sait qu'elle est dans un film d'horreur. Il y a une petite ambiance, et on se dit, ok, est-ce qu'il est bizarre, est-ce qu'il est pas bizarre? Et ça va, toute la première partie va jouer sur ça, surtout que le personnage de Bill Skarsgård, il essaye de désamorcer toutes les situations qui pourraient être bizarres, en fait. C'est-à-dire qu'il en fait même trop pour être trop gentil. Et tu te dis, ouais, mais la mise en scène, elle insiste sur des trucs, tu fais, il y a un truc qui va pas, je sais pas. Et après, bon, ça amène vers d'autres choses. Et j'aime bien en fait que le film nous mette en fait dans le point de vue de cette femme et qui a peur en fait qu'il se passe quelque chose. Et ça aurait pas pu être la même chose avec un homme, même d'ailleurs dans le film, c'est que c'est un point de vue très féminin de quelqu'un qui arrive dans une maison et il y a un homme et là bah t'as une peur très féminine de bah tu sais pas ce qui peut t'arriver, il y a des agressions qui arrivent, etc. Bon voilà, tout ce qu'on connaît et ça joue avec tout ces idées là et je trouve que c'est super. Et après le film part dans autre chose et donc quelque chose de très intéressant encore une fois. Mais c'est pas la même chose que dans les 40 premières minutes où là je trouvais que c'était vraiment incroyable et tout, et je trouve qu'il avait vraiment un talent pour la mise en scène, quoi. Enfin bref, on arrive aujourd'hui à Weapons. Voilà, Evan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production du film, Ista ? Alors en janvier 2023, après le succès critique et financier du film Barbarian, ou Barbare en français, un script spéculatif de Zach Cregger intitulé Weapons attire les studios. Netflix, New Line Cinema, TriStar ou encore Universal Pictures se montrent aussi ainsi intéressés. Et c'est New Line qui aurait décroché le projet en proposant rapidement un budget de 38 millions de dollars. New Line d'ailleurs qui appartient à Warner, donc c'est Warner Bros. Et Zach Cregger, il a reçu ainsi 10 millions pour son rôle de scénariste, réalisateur, producteur et il a obtenu le final cut du montage final du film. Ça c'est fou parce que c'est-à-dire qu'un film, le mec a quand même avec Barbarian, tous les studios sont vraiment déchirés. Et il y a la petite anecdote voilà autour du film où Jordan Peele, donc le réalisateur de Get Out, Us et Nope aussi, avait essayé d'acquérir le film en tant que producteur et bah il n'a pas réussi puisqu'on sait que c'est New Line, donc c'est Warner qui a acquis le film. Il aurait viré toute son équipe de production, etc. parce qu'ils n'auraient pas réussi à obtenir le film tellement ils le voulaient, ce film. Ouais, c'est ça l'histoire, quoi, ça c'est fou. Et bah là le film en tout cas il a l'air il y a des projections qui disent qu'il va démarrer super bien. On sait pas, voilà, on verra dans le futur, mais le film a quand même coûté assez cher, il a quand même 38 millions, c'est quand même un budget assez confortable pour un film d'horreur, hein, ça, on va pas se mentir, mais bon il a l'air de, en tout cas aux États-Unis, d'avoir des prédictions ultra bonnes. On verra ça dans les prochains jours. J'ai l'impression qu'il va avoir des retours divisés, mais j'ai l'impression qu'en fait les retours sont plutôt positifs, moi, de ce que je vois. Donc, c'est plutôt positif, que ce soit de la part de la presse ou du public, que ce soit en France d'ailleurs ou aux États-Unis. Hein, franchement, les deux côtés ça marche. Même si c'est un film très américain et j'y reviendrai tout à l'heure quand même. Ouais, ça a l'air de plutôt convaincre. Après, il y a des gens qui sont pas aimés. Il y a quand même une partie des gens qui sont déçus du film ou qui ont pas aimé. On va en reparler, tout ça. Mais ouais, en tout cas, c'était ça devient une grosse sortie de l'année, alors qu'au début de l'année, ça nous intriguait, nous, parce que Zach Cregger, Barbarian et tout, mais là, il y a moyen que le film devienne un petit événement aussi, parce que là, il a l'air de, il a des bonnes prédictions, là, au moment où on enregistre, on est samedi, donc voilà, c'est demain, c'est dimanche qu'on a les résultats du box-office du week-end, mais en tout cas, il a l'air de bien provoquer l'événement, et peut-être même que si le bouche à oreille est bon, etc., il pourrait être possiblement le plus gros film d'horreur de l'année, parce que là, je crois que c'est Final Destination, un truc comme ça, genre le plus gros film de l'année. C'est pas Sinners ? Ah non, t'as raison, c'est Sinners. Ouais, bon, c'est Sinners. Voilà, bon, pour atteindre les chiffres de Sinners, ça va être dur, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça peut être un des événements horrifiques de l'année. Et Ista, je te propose de parler du film, tout simplement. Evan, oui. Voilà, on peut y aller. C'est parti.
J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Lorsque tous les enfants d'une même classe, à l'exception d'un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui ou quoi est à l'origine de ce phénomène inexpliqué. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Carrie Christopher, Benedict Wong, les 3/4 du casting ont été dans le MCU, parce que le MCU, il y a absolument tous les acteurs, on a l'impression. mais c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion. J'ai même pas fait gaffe. Josh Brolin, Julia Garner, elle y était il y a pas longtemps. Alden Ehrenreich, il était dans Ironheart. Et Benedict Wong, qui joue Wong dans et je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le MCU, qui finissent dans le MCU, parce que, en même temps, avec tous les programmes du MCU, tous les acteurs qu'il y a, forcément, au bout d'un moment, ça arrive, et bon, voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote qu'on n'a pas dit au début, parce que je l'ai appris récemment, mais en fait, à la base, le casting devait pas du tout être ça, en fait, de base, parce que... Ah, je sais qu'il y avait Pedro Pascal qui devait aller dedans. C'est ça, mais en fait, il y a eu la grève des scénaristes, du coup, ça a retardé beaucoup le processus, et du coup, Pedro Pascal était plus disponible pour faire le film, parce qu'il devait faire les 4 Fantastiques, du coup. Et c'est marrant, parce que Julia Garner, elle a pu être dans le film, mais elle a pu être... Bon, elle est moins présente. Oui, aussi, oui, je pense. Mais du coup, voilà, il a pas pu faire le film, et du coup, il y avait tous les autres acteurs aussi qui ont été recastés, je sais plus exactement c'était qui, mais du coup, il a dû tout refaire au niveau du casting, donc voilà, petite anecdote sur le film. Et maintenant on va aller sur le film, et Ista, je vais te poser la traditionnelle question: qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Heavenly Weapons? J'ai trouvé que c'était très original dès le début. Ça part sur une structure sur laquelle je m'y attendais pas du tout, mais au final, quand tu m'as reparlé de Barbaran, là, en fait, je trouve que c'est cohérent avec son ancien film. Donc, ouais, c'est un film que j'ai adoré. En fait, j'ai adoré l'histoire, les différents points de vue. Il y a un côté un peu puzzle et tout, qui fait après, à la fin, tout se rejoint. Et moi, j'aime bien ça parce que ça me fait réfléchir, ça me fait cogiter pendant tout le film. Malgré que ça fait peut-être des moments où il y a un peu des mous, ouais, c'est peut-être un peu mou à certains moments et tout. Mais comme moi, j'aime bien relier les points A au point B, etc. Moi, ça me plaît pas mal comme expérience de visionnage. Donc, j'avoue que j'ai plutôt apprécié. Et c'était surprenant aussi, voilà, le climax, tout ça, les choses les révélations, je m'y attendais pas du tout. Et je trouve que, ouais, c'est un bon scénariste. Il sait mieux écrire des bons films. Il sait bien nous surprendre. Il réfléchit bien, ses scénarios. Et, je trouve que, ouais, c'est vachement intéressant et que c'est super. Et les acteurs sont tous bien. C'était tous assez convaincants. Il y a un certain perso qui m'a fait pas mal flipper, mais qui me fait aussi un peu rigoler. Et je trouve qu'aussi le film, ça a beau être un film d'horreur, il y a beaucoup de comédie, je trouve, mais ça marche bien et ça m'a... En fait, il y a des changements de ton à certains moments, mais ça m'a pas dérangé en fait sur le coup. Mais je trouve des fois que ça va plus dans la comédie de l'horreur, tu vois, par rapport à Bring Her Back qui était vraiment dégueulasse et tout. Là, c'est un peu plus léger, je trouve quand même, mais ça me plaît bien. Donc en tout cas, moi, c'est validé chez moi. On a eu Dangerous Animal, on a eu Bring Her Back le mois dernier, et maintenant on a Heavenly, donc Weapons, et on est vraiment en fait gâtés en termes de films d'horreur américains cet été. Et à chaque fois je me dis, mais en fait c'est lequel le meilleur? Et en fait j'ai du mal à savoir quel est le meilleur film d'horreur de l'année, techniquement, parce que on a eu plutôt des bons films, on a eu Sinners aussi plutôt. Donc en fait, ouais, on est plutôt gâtés en cinéma d'horreur américain cette année. Et là pour le coup, c'est vrai que encore une fois, je trouve que c'est une proposition plutôt originale, et je trouve que comme Barbarian l'était, le film plutôt surprenant. Moi personnellement, j'ai vu aucune bande d'annonce. Enfin, j'ai essayé de me protéger un maximum de pas voir ce qu'il y avait, etc. Et de toute façon, apparemment, la promo est un peu mensongère, fait exprès, etc. Et en fait, finalement, le film, c'est vraiment une comédie horrifique, mais en même temps un drame social, etc. Et il y a plein de trucs que je m'attendais pas, ou je savais pas du tout quelle structure allait prendre le film. Et il m'a plutôt tenu du début à la fin, quoi. Que ce soit dans l'horreur, le thriller, le drame, la comédie, ça m'a plutôt séduit aussi. Et j'aime en fait parce qu'un film me surprenne, en tout cas que me déroute un peu, surtout dans les films d'horreur ou américains où on a beaucoup des mêmes formules, etc. Là, le film m'emmène là où j'aurais pas vu au début, et le film est pas parfait, je trouve. Voilà, mais je le trouve moins bon dans sa dernière partie notamment au final, mais je trouve qu'il se tient plutôt bien et qu'il réussit quelque chose qui est pour moi assez compliqué, c'est d'être une comédie horrifique. Une bonne comédie horrifique, parce que souvent les comédies horrifiques ils ratent un truc, soit ça fait pas peur, soit c'est le côté comique qui marche pas. Là je trouve que l'équilibre il est presque parfait, tu vois, il est presque bien dosé, etc. Donc ouais, moi je recommande chaudement ce film. Je l'ai même revu pour le coup, et ça a été meilleur la deuxième fois en fait, parce que je sais pas. En tout cas, j'avais plus d'attente et j'observais juste le film d'une autre manière, quoi. Maintenant, je pense que beaucoup de gens vont peut-être être déçus
faire beaucoup de gens. En tout cas, des gens vont être déçus par le film parce que c'est pas forcément ce qu'ils pensaient. J'ai entendu beaucoup de gens autour du film, des gens qui aimaient pas forcément le film et qui ont dit que c'était pas ce que le film leur avait vendu. Tu sais, c'est pas ce qu'ils ont eu, etc. Et moi aussi, j'étais très perplexe en sortant du film à la salle du film, de perdu dans ce que je pensais du film. Je savais pas trop quoi en penser. Enfin, je savais que j'avais aimé, mais je savais pas à quel point j'avais aimé, si des éléments m'intriguaient et tout. Puis après, j'ai réfléchi au film, je l'ai revu, etc. Et en fait, je comprends cet état d'être déçu d'un film, etc. Mais ça relance un débat pour moi, Ista. C'est quand même les attentes qu'on a en allant voir un film, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se faire un avis préconçu du film, etc. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont voir un film et ils ont déjà le film en tête qu'ils veulent voir dans leur tête. Et puis quand ils vont voir le film, et ben c'est pas le film qu'ils avaient en tête et donc ils sont déçus. Et tu sais, ils aiment pas le film. Tu sais, du coup. Et pour moi, c'est pas une bonne. Enfin, je vais pas dire que c'est pas un bon moyen, je suis personne pour dire tu devrais apprécier le film comme ça ou quoi, mais moi ça me paraît quand même plus pertinent de juste accepter le film tel qu'il est, et après on voit ses défauts, etc., hein, bien sûr, mais d'accepter ce que le cinéaste ou le film veut faire, plutôt que d'essayer de s'imaginer quelque chose, ou même vis-à-vis des promos. On sait que les promos peuvent être mensongères, etc. Moi par exemple, j'aime pas qu'on parle d'un film en disant c'est pas par rapport à sa promo, c'est pas le même film. Oui, mais la promo d'un film, elle est pas souvent faite par le réalisateur, tu vois, les bandes annonces, etc. C'est fait par une boîte, par des producteurs qui veulent vendre leur film, etc. Et voilà, c'est pour moi le film, c'est ce que le film raconte en tant que tel, quoi. C'est pas la promo ou quoi. Ouais, bah c'est un sujet à débat, parce qu'après tu peux aussi dire ouais, on m'a vendu un truc, voilà. Moi, je voulais voir Fast and Furious, j'ai vu Drive. Je fais une petite. Oui, mais c'est une vraie histoire, hein, que quelqu'un a porté plainte. Oui, c'est une vraie histoire, voilà. Une femme a porté plainte parce que la bande d'annonce de Drive vendait pas exactement le ton du film de Drive, etc. Et donc, du coup, elle était déçue, elle a porté. Je crois qu'elle a gagné en plus son procès. Enfin, bref, c'est fou, quoi. Je sais pas si elle a gagné, mais ouais. Mais oui, parce que le trailer de Weapons te font comme ça, comme un pur film d'horreur, quoi. Alors qu'au final, c'est pas vraiment ça. Il y a un côté thriller. Comme je dis, il y a beaucoup de comédie. Moi, je m'attendais pas à autant de comédie. Je trouvais ça un peu drôle et tout. Alors que les bandes annonces ne te faisaient pas rire du tout, tu vois. Donc ouais. Mais après, ouais, des fois, faut suspendre un peu ses avis. Comment dire. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi sur le coup. Si le film il arrive à me surprendre, même si c'est pas ce que je m'y attendais, ça me dérange pas. Si le film est bien, en fait. Si ce que ça raconte c'est solide, si les acteurs sont bons, si le scénario est bon, voilà quoi. Donc ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Enfin, ça me dérange pas. En plus, il y a ce truc de quand même. Enfin, moi je trouve que c'est agréable quand même, cette sensation d'être un peu dérouté du film, de pas être sur les rails, tu sais, de voir le début du film, de dire ok, le film va parler de ça, et au final, bah tu sais, ça te change de route. T'es pas sur une feuille, tu sais, une feuille de route toute tracée. Bon, j'aime bien les petits trains fantômes, tu sais, qui t'amènent d'un point A à un point B, un peu réconfortant, tu vois, mais des fois j'aime bien être un peu bousculé, pas que le film soit le film le plus inédit du cinéma, etc., mais quand même il est un peu surprenant sur pas mal de points. C'est même un des films les plus surprenants en horreur cette année. Et ouais, moi je même je veux dire que je suis plutôt content de cette année de films d'horreur américains, hein, là je l'ai dit plus tôt. Enfin, il y en a qui sont moins bons dans leur qualité, etc., mais c'est surtout les propositions, quoi, je trouve plutôt intéressantes, quoi. Ah, c'est original, hein, cette année, ouais. Bah plutôt, parce que 28 ans plus tard, on n'a pas aimé. Voilà. Oui, mais oui, c'était pas, ils ont pas fait juste une suite classique qu'on pouvait s'attendre de 28 jours plus tard, etc. On a eu Dangerous Animals il y a pas longtemps, Sinners plutôt. Sinners, moi j'adore. Ouais, voilà, Bring Her Back, on a parlé la semaine dernière, on a beaucoup aimé. Il y a aussi un film qui s'appelle The Ugly Stepsister aussi, qui est sorti il y a un mois et qui est une relecture du conte de Cendrillon du point de vue d'une des autres femmes, des cousines, enfin, je sais plus si c'est cousine ou enfin bref, des demi-sœurs plutôt. Et ouais, moi je suis plutôt content d'avoir ça dans le cinéma horreur d'Amérique, qui avait pas mal besoin de renouveau, on va pas se mentir. Et bon, bah parlons du film quand même. Voilà, Évanoui, ça commence avec une longue intro narrée avec un gamin qu'on sait pas trop qui c'est, qui narre un peu le film, qui est un peu trop explicatif, je trouve, cette intro, mais on est un peu dans un conte, tu vois, le personnage il te raconte une histoire, il te dit ouais, cette histoire je vais vous la raconter, on nous la raconte encore dans les enfin bref, il y a ce côté là, et c'est un film qui est extrêmement américain, tu vois, dans le film, dans les thématiques, dans le lieu, les personnages, etc. Tu parles de l'école, tout ça, oui. Bah déjà le lieu se passe dans une banlieue un peu idéale américaine, tu sais, les fameuses banlieues banales où il se passe rien, tu sais, où il y a rien qui dépasse, etc. Et banlieue calme, banale, et dans lequel se cache évidemment l'horreur.
Ça me fait penser à un de mes cinéastes que j'aime beaucoup qui s'appelle David Lynch. Voilà, moi j'aime beaucoup David Lynch et ça, Twin Peaks, voilà, c'est un peu ça aussi. C'est très Stephen King aussi au niveau de l'écriture. Voilà, ça, par exemple, ça, c'était un peu ça aussi. Le clôture. Donc c'est un film qui est très américain, donc c'est peut-être aussi pour ça que les Américains sont très portés sur le film là en ce moment. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe là-bas, tu vois, avec le film, et ça mixe pas mal de peur américaine. C'est pour ça que je dis que c'est un film très américain, c'est-à-dire qu'il y a la peur de l'addiction, l'enlèvement d'enfants, mais la contamination. Voilà, il y a tout un truc avec les drogués, enfin un drogué, un addict, ouais. Etc. Et le film parle des tueries de masse dans les écoles. Ça, c'est pour moi c'est assez clair. Il y a toute une imagerie vis-à-vis de ça. Bon, bah déjà il y a une classe qui disparaît. Par contre, je préviens, avant peut-être de on va spoiler à des moments. Voilà, donc, oui, on va spoiler. On aime bien le film, essayez d'aller le voir avant de continuer cette review. Mais en gros, oui, ça parle un peu des tueries de masse pour moi aux États-Unis, parce qu'on sait déjà que c'est un vrai sujet aux États-Unis, parce que les tueries de masse dans les écoles, c'est là-bas, hein, la plupart du temps quand même, où des élèves malheureusement prennent des armes et tuent d'autres élèves, etc. Des trucs assez horribles. Et le film déjà s'appelle, pas en français, mais en anglais, Weapons. Donc voilà, déjà le titre, c'est une arme, quoi. Et les enfants se déplacent d'ailleurs comme des armes, comme des espèces de missiles. Il y a même, je crois que c'est Josh Brolin qui le remarque, que des têtes chercheuses. Ça ressemble à des missiles téléguidés. Ouais. Et le fait que ça parle de tuerie de masse, pour moi, c'est dans l'imagerie, parce qu'on a ces images, par exemple, je pense qu'elle était dans la bande-annonce aussi, où on a un peu sur le mur de l'école, des fleurs de partout. Ah oui. Et tu sais, ça fait très penser, oui, quand il y a des morts dans les écoles. C'est ça, oui, exactement. Vrai, ouais. Et il y a ce moment aussi qui me fait dire clairement c'est le moment de rêve de Josh Brolin. Où il a une séquence de rêve où il suit son fils, il arrive devant une maison, et au-dessus de la maison il y a une espèce d'arme géante, une espèce d'M16 je crois, d'une arme automatique, enfin une grosse mitraillette. Et même si je trouve que bon, c'est pas le meilleur moment du film parce que je trouve que c'est un peu trop littéral quand même, je trouve, mais voilà, il y a cette espèce d'arme qui est une arme, j'imagine, qui est souvent utilisée dans les tueries de masse aux États-Unis, et on va avoir cette communauté qui va réagir à tout ça, toutes les réactions qu'il peut y avoir, parce que ce film est un film un peu choral où on a plusieurs personnages, en fait, on a plusieurs parties, et avec chaque personnage a une structure assez spéciale, et on va voir, et il a pris spécifiquement, je pense, certains types de personnages. C'est-à-dire qu'on a le professeur, le parent d'élève, le flic, le junkie, le proviseur et l'enfant à la fin. Et donc je pense qu'il a pas pris ces personnes au hasard, c'est vraiment pour faire un portrait de cette banlieue américaine, et on va dire il va jongler un peu avec ces personnages. Toi d'ailleurs, cette structure, tu m'as dit qu'elle t'a plutôt séduit, hein. Oui, mais elle m'a surprise aussi sur le coup. Mais en fait, comme tu m'as parlé de Barbarian, c'est vrai qu'il y a aussi un changement de point de vue au milieu du film. Bah, c'est ça. Et ouais, en fait, je crois qu'il aime bien faire ça sur le coup. Et ouais, parce que moi, en fait, quand j'avais vu les trailers et tout, je pensais que ça allait être Julia Garner, le perso principal, et qu'on allait la suivre tout le long du film, tu vois. Et en fait, non, comme t'as dit, c'est un film choral. Parce que même à un moment, tu sais, on suit un drogué et tout, là, j'étais en mode, où on va là? Il y a des moments où, mais en fait, tout se rejoint à la fin, donc j'ai trouvé ça pas mal. Mais en plus, c'est écrit, c'est vraiment des chapitres en fait. T'as le chapitre Judith, t'as le chapitre, t'as à chaque fois le nom du personnage et que tu suis, etc. Et ouais, c'est pas mal, c'est original. Ça rentre encore, peut-être même encore dans la logique de conte un peu aussi, je trouve. Mais ouais, en plus, c'est plusieurs parties, il y a beaucoup de gens qui disent c'est l'effet Rashomon. Donc l'effet Rashomon, c'est un film de Akira Kurosawa qui traite du point de vue. Et en fait, c'est un des premiers, enfin pas un des premiers, je pense, mais parce que je connais pas tous les films du monde non plus, mais en tout cas c'est un des films les plus connus qui parle du point de vue où en fait il y a des personnages qui vont raconter leur point de vue sur la même histoire. Et donc il y a des choses qui vont changer. Et c'est l'effet Rashomon, c'est ça, quoi. En fait, c'est plusieurs personnages qui vont partager leur avis sur un point de vue. Là, c'est pas exactement la même chose, parce que en fait, les parties s'entrecroisent. En fait, ils s'entredécoupent parfaitement pour créer cette histoire, quoi. Ça ressemble plus à Magnolia, voilà. Je sais pas pourquoi c'est. Il y a pas ça dans le dernier duel aussi, ces 3 points de vue, genre on m'avait dit ça. Il y a un peu de ça dans le dernier duel, mais le dernier duel, il y a beaucoup de scènes. Mais il y a des changements de oui, c'est ça. Non, entre les c'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup de scènes parce que là, le film, il y a pas beaucoup de scènes qui se superposent. Tu sais, c'est souvent juste, on va voir un personnage et on va le suivre, qu'est-ce qu'il fait dans son coin, et après tout s'entrevoit. Jusqu'à ce moment. Même s'il y a quelques passages évidemment qui se superposent et on voit d'une autre, le passage à la station-service par exemple, quoi. Mais ouais, c'est plusieurs parties qui s'emboîtent, tu vois, et ça crée même un genre de puzzle qui est très sympa d'ailleurs au visionnage et au revisionnage, de revoir toutes les parties qui s'entrecroisent. Tu sais, quand je revois le début avec Julia Garner, je me dis ah ok, là c'est le moment où il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tu sais, ça te permet enfin je trouve qu'il y a un bon revisionnage en fait au film.
Et cette structure, elle permet, comme j'ai dit, de faire le portrait d'une communauté, mais d'une communauté qui est divisée complètement, quoi. C'est-à-dire que on montre que les préjugés qu'ont chacun vis-à-vis de l'autre et cette tragédie où chacun cherche un peu un bouc émissaire, tu vois. T'as le personnage de Josh Brolin qui va accuser la professeure, tu vois, de faire son truc. Et en fait, ils sont tous un peu divisés. Et c'est un peu ça, je pense, le propos du film sur l'Amérique de Zach Cregger, quoi. Et c'est marrant parce que ils sont tous divisés pendant le film. Et le moment où ils réussissent à trouver le mystère, c'est le moment où ils arrivent à faire la paix, en fait, entre guillemets. C'est le moment où Josh Brolin et Julia Garner se réconcilient, entre gros guillemets, et qui réfléchissent ensemble, en fait, qu'ils arrivent à trouver les enfants, en fait, et qu'ils arrivent à dire, ok, là ça se entrecroise, on va dans la maison, et c'est à ce moment-là, quoi. C'est parce que, en fait, tous les personnages, pas tous, mais en tout cas beaucoup des personnages, réussissent à trouver le mystère assez rapidement, finalement. Julia Garner, elle trouve la maison, elle dit c'est bizarre, et elle le trouve très rapidement, en fait, que une des clés de l'énigme, c'est cette maison, quoi. Elle va vers la maison hyper rapidement. Oui. Mais à cause de la mésentente et de la division qu'il y a dans la communauté, en fait, ça marche pas. Ils arrivent pas à trouver le mystère alors que c'est plutôt sous leurs yeux, en fait, finalement. Et tous les personnages, c'est un peu ça. Je veux dire, il y a tout un truc avec un junkie, au bout d'un moment, où le junkie a trouvé la solution. Enfin, voilà, parce qu'il est rentré par effraction dans l'appart, il veut l'argent. Et au final, au moment où il retourne au commissariat, il y a le flic qui l'a tabassé, plutôt qu'il lui dit de pas revenir, qui l'empêche d'aller porter plainte. Et du coup, non, en fait, ils se font niquer à la fin à cause de ça, tu vois, les deux personnages à cause de ce truc-là, quoi. Donc il y a pas mal de trucs comme ça qui sont assez intéressants, je trouve. En fait, c'est l'histoire d'un fiasco, quoi, en fait, ce film-là. C'est l'histoire d'un fiasco, quand même, d'un truc qui aurait pu être retrouvé depuis bien longtemps si les gens essayaient de s'entendre un peu plus, quoi. Ouais, il y a un peu un truc comme ça, ouais. Et enfin, bref, du coup, on a plusieurs parties. On a la partie de Julia Garner, qui est peut-être la plus horrifique. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie-là? Ouais, c'est vrai que c'est peut-être celle qui a la plus de tension, en fait, sur le coup, parce qu'en plus, c'est un peu la cible de tout le monde, hein, parce que c'est la prof de la salle de classe. C'est la suspect numéro 1, quoi. Donc, voilà, donc en gros, voilà, et donc elle s'en prend pas mal dans la gueule. On lui taxe sa bagnole et tout. Donc non, mais moi j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle joue bien la prof et tout. Non, j'ai bien aimé avec Josh Brolin et à parler de la scène de la station essence. Ouais, je la trouve cool quand elle se fait attaquer et tout, c'était pas mal. En tout cas, il y avait de la grosse tension. C'est vrai que c'est peut-être la plus horreur, ouais, j'y pensais pas, mais ouais, c'est peut-être les deux premières, en tout cas, avec Josh Brolin peut-être aussi, où c'est pas mal horrifique. Parce que le film, en fait, progressivement va aller vers autre chose. Dans la dernière partie, en tout cas, va aller dans le comique. Même s'il y a quelques points d'humour au début. Au début, j'ai l'impression que c'est l'horreur qui est le principal ton, et à la fin, c'est l'inverse. C'est plus le comique, quoi, qui est le principal ton. Mais ouais, moi j'aime beaucoup le premier acte, en fait, parce qu'il est assez mystérieux, et en fait il pose super bien son mystère et en fait le contexte, en fait. Même si on reparlera de la révélation, je trouve qu'elle est un peu finalement décevante, même si pour moi la révélation du mystère, etc., c'est pas l'essentiel du film. Pour moi, c'est vraiment le portrait de cette communauté, enfin ce qui me parle le plus, en tout cas. Mais ouais, en fait, je trouve que c'est là que les deux premiers actes, c'est les trucs les plus horrifiques. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'horreur? Parce qu'il y a des scènes d'horreur qui sont assez flippantes, peut-être qui t'ont pas fait flipper. Moi ça a marché sur moi. Moi je trouve ça moins flippant que le film qu'on a vu la semaine dernière, là. Enfin, Bring Her Back, tu vois. Parce que le film, je le trouve moins gore, je le trouve moins dans le physique, à part peut-être à la toute fin, il y a un truc très gore. Mais... Oui, mais on a un truc comique quand même. Voilà. Là, parce que Bring Her Back, c'était du gore premier degré, quoi. C'est en mode, c'était pas pour faire rire, là. C'est ça. Là, il y a quelques trucs, ouais, quand ils font des cauchemars, machin, il y a des visions bizarres et tout. Ouais, au début. Ouais, donc ça marche pas mal. Après, c'est pas ce qui m'a fait le plus peur de tout ce que j'ai vu. Mais oui, ça fonctionne, ouais. Moi, les séquences d'horreur, je les trouve pas si originales que ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des séquences de rêves, tu sais, on a des jumpscares, voilà, et c'est pas un problème. Mais je trouve que le Zach Cregger a vraiment du talent pour vraiment poser la tension, l'horreur, pour l'amener progressivement. Je trouve que c'est extrêmement bien timé et placé. Genre les jumpscares, il y a un jumpscare qui est dans un moment où un personnage se remet dans son lit et c'est au plafond, tu vois. Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Enfin, c'est tellement, je trouve vraiment bien passé, parce que je trouve qu'il prend vraiment le temps de poser des scènes horrifiques, c'est-à-dire de faire monter la tension. Tu vois, c'est pas juste des jumpscares qui viennent boum et il y a pas de montée en tension, il y a des vraies montées en tension. Ça joue avec le moment où on attend le jumpscare, quoi. Même s'il y a pas 50 000 jumpscares. Et d'ailleurs, il y a pas que des jumpscares dans le film, il y a d'autres principes horrifiques, mais pas l'impression qu'il y en a eu tellement, quoi. Non, il y en a eu 2-3. J'en retiens 2 ou 3, quoi. Ouais. Il y en a un dans la cave à la fin, dans la toute fin. Il y en a au début. Et puis il y a un où Josh Brolin, dans une séquence de reste, se prend un jumpscare. Après, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Oui, puis qui se réveille, il fait putain et tout. Ça m'a fait rigoler. Et après, à la fin, il dit what the fuck. Et oui, c'est
ça marche plutôt bien à ce moment-là, quoi. Mais je trouve que ça joue bien avec le moment où on attend le jumpscare, quoi. Ça se joue plutôt bien, mais ça joue pas que sur les jumpscares aussi. C'est ça aussi qu'il faut le dire, c'est que moi je trouve que ça joue beaucoup sur les arrière-plans. C'est-à-dire que il y a beaucoup. Souvent la caméra elle est fixée sur un perso. C'est-à-dire qu'on a des longs plans, des plans séquences parfois sur un personnage, et on voit quelque chose dans l'arrière-plan qui arrive. Tu vois, et qui c'est pas forcément des trucs horrifiques, mais il joue souvent avec ça, quoi. Alors moi j'ai remarqué déjà qu'il met souvent les caméras sur les portes à plusieurs moments dans le film. Ouais. Et ça donnait un truc un peu viscéral et tout, bien sympa, bien flippant, je trouve, enfin un peu stressant, quoi. Quand le drogué il sort de la maison, là, il veut sortir de la maison. Ce moment il est très très bien aussi, ouais. Mais là, de ce que tu penses, que je parlais là, je pense à la scène de Julia Garner qui est dans la voiture devant la maison. Ah bah ça pour moi c'est le meilleur séquence horrifique du film, hein, celle-là. Ouais, et tu vois rien en fait, t'entends tu vois une personne qui arrive mais tu la vois pas. En fait tu vois pratiquement rien, plus que mais ça, tu comprends ce qui se passe. Parce qu'en fait c'est l'élément, tu le vois arriver de loin. Et tu vois le personnage arriver et tranquillement, doucement, parce que ça prend son temps, c'est une scène qui est assez lente et tout ça. Et au moment où elle arrive devant la voiture, tu te dis il va se passer quelque chose. Et là, le personnage sort du champ et là tu t'entends juste le bruit de la personne qui ouvre la porte. Et là franchement, moi j'ai eu des très bonnes réactions d'ailleurs dans ma salle. Pour le coup, j'ai eu une bonne salle parce que d'habitude les films d'horreur pas tout le temps des bonnes salles, tu vois. Et là vraiment ils ont réagi, enfin ils ont rigolé au moment où c'était drôle, ils ont eu peur au moment où c'était, et voilà. Et il y a quelques personnes qui rigolaient au moment où la personne est sortie, parce que tu sais les personnages ont une démarche assez spéciale quand ils sont manipulés. Ah oui, elle est bizarre. Mais le moment où elle disparaît du champ et elle entre dans la voiture hors champ et tu le vois pas, là j'avoue que là la montée en tension c'était là ça m'a eu là vraiment, quoi. Mais même ce truc d'éléments qui arrive au loin, il y a ce truc au supermarché, ce qui est pas un élément horrifique, mais on voit le personnage aller dans le magasin prendre son alcool et c'est la deuxième fois qu'on la voit aller là-dedans, et la première fois la caméra la suit de dos et là on la suit de face et on voit dans l'arrière-plan une dame qui est l'ex de Alden Ehrenreich qui arrive et qui va progressivement vers elle. Il y a un peu ce truc, c'est pas une figure horrifique, mais on sent qu'il y a une build-up que la personne va y avoir un truc, il y a une vraie montée et ça marche, et ça fait encore ça au moment évidemment où ils sont à la station-service avec Josh Brolin, ils s'engueulent et au loin t'as Julia Garner qui voit Benedict Wong qui fait un Naruto Run et tu vois juste Naruto Run au loin comme ça, qu'est-ce qui se passe, et tu sais t'as ce moment, mais en plus je trouve que l'humour dans le film ça rajoute un côté malaisant ou truc mais parce que moi je pense que c'est assez réaliste, hein. En vrai moi je pense que tu vois dans cette scène là quand elle sort elle se fait poursuivre et tout, et le mec il sortait de mon magasin, il fait mais aidez-moi et tout. Je suis sûr ce serait un vrai truc qui arriverait, ça. Ah bah oui, non mais surtout que t'as ce moment où t'es comme Julia Garner où tu vois le truc arriver, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je trouve que moi je trouve que ça marche super bien, et ma salle a vraiment vraiment bien réagi, moi je trouve, hein, à ce moment-là, enfin à ces moments-là, quoi. Après on a d'autres points de vue. On a le point de vue du flic et du junkie. Pour le coup, là j'étais un peu plus perplexe dans mon premier visionnage, parce que je me dis mais parce que je savais pas du tout, enfin j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est bizarre, qu'est-ce que parle, alors que quand tu sais qu'il fait une portrait de l'Amérique, évidemment, donc les laissés pour compte, les junkies et les flics, et l'incompétence des flics d'ailleurs, parce que encore une fois dans ces genres d'affaires, là c'est montré que les flics sont pas ils servent pas à grand chose dans cette histoire, pour le coup. Et c'est marrant parce que c'est la paranoïa du flic, en fait, parce que c'est un film aussi qui parle des peurs, de paranoïa de tout le monde, et c'est la paranoïa du flic avec les seringues. Il a tout ce truc avec les seringues, il a peur d'avoir le sida, parce que c'est des drogués, etc. Et qui va lui faire avoir plein de choix, parce qu'il se fait piquer, tu vois, au moment où il fouille dans le junkie. Et en fait, à ce moment-là, il va commettre une bavure policière. Il va lui mettre une grosse tarte dans la tête. Et c'est à ce moment-là que tout va s'enchaîner pour ce personnage de flic, quoi. C'est-à-dire qu'il fait une bavure, il essaie de courir, il reprend son alcoolisme à cause de ça, donc ça va l'amener à tromper sa femme et éventuellement à empêcher le toxicomane de venir au commissariat pour dire où il a trouvé les enfants, en fait, tout simplement, où l'histoire aurait pu se régler de manière beaucoup plus simple, où les flics seraient arrivés, et voilà, le flic, il y aurait moins de morts, je pense, au final, quoi. Donc c'est vrai que cette paranoïa, elle empêche les gens de se comprendre, etc., quoi. Donc il y a un vrai truc comme ça, et là, personne s'écoute, quoi. C'est un peu ça. Et là, le film passe un peu plus dans, je trouve, le côté comique, là, pour le coup, à ce moment-là. Pas entièrement, mais il y a quand même des trucs un peu comiques entre le flic et le junkie, quoi. Il y a un peu une ambiance qui commence un peu à aller vers là, quoi. Ouais, complètement, hein. Là on sort de l'horreur complète. Il n'y a pas beaucoup d'horreur à ce moment-là, à part peut-être quand il est dans la maison. Quand il est dans la maison, quand même, il y a 2-3 trucs, mais lui il a des réactions un peu humoristiques quand même.
Mais oui, c'est ça aussi, c'est que lui, il est un peu drôle. Mais là, il arrive quelque chose de fort parce que au moment où il se retrouve enfermé dans la maison, je trouve que c'est une des scènes les plus dures parce que elle est à la fois comique et horrifique et je trouve que les deux marchent à ce moment-là. C'est-à-dire que t'as le moment où les deux parents ils le regardent, ils se lèvent et là t'as peur, le moment où il essaie de partir et t'as raison, ce plan je trouve sur la serrure, tu sais qu'il essaie de partir vite et il voit la serrure, il essaie de la débloquer. Ouais. Tu sais c'est des moments de stress qui te build up, ça marche plutôt bien. Mais en même temps lui il a des réactions tellement bizarres aussi il voit les mannequins, il est en mode et pourquoi il bouge pas et tout, enfin bref bah après c'est parce que c'est à droguer je suppose. Il a pas le choix, c'est de toute façon à ce moment-là il a besoin d'argent etc, il est bon voilà, il y a un truc un peu comique qui se joue de la situation quoi, mais je trouve que c'est plutôt bien fait et moi comme je dis il y a pas beaucoup de comédies horrifiques qui marchent vraiment bien sur moi, c'est-à-dire que il y a des comédies horrifiques où j'adore le côté film d'horreur mais le côté comique me parle pas, ou l'inverse, c'est genre la comédie prend tout le pas et ça me fait pas vraiment peur, tu vois, le film ici je trouve que ça va, je trouve que c'est enfin les moments d'horreur c'est quand même, je trouve des moments de bravoure quand même parfois, je trouve vraiment Zach Rivel a un talent, mais je trouve que le côté comédique m'a bien pris, même si j'étais un peu perplexe la première fois que j'ai vu, tu sais j'ai pris un temps de m'adapter au virage comique, tu vois, il y a un virage qui va pas plaire à tout le monde. Ah bah c'est étonnant. Bah de toute façon oui. Parce que l'humour c'est un humour un peu à la frère Cohen, tu sais, un humour un peu noir un peu comme ça quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah très centré sur les personnages quoi. Aussi, bah oui, complètement. Mais tu vois au début j'étais un peu circonspect puis finalement je me suis laissé porter par le truc et vraiment l'humour un peu drôle, enfin plus le film avance, moi la dernière partie du film elle a fait beaucoup rire à moi, la salle ça a beaucoup ri quoi. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Enfin, mais après, c'est pas non plus Shaun of the Dead, quoi. C'est pas non plus. Non. Mais tu vois, Shaun of the Dead, c'est une comédie pour moi. Oui, voilà. C'est une comédie horrifique parce que ça a des codes horrifiques. Mais enfin, je veux dire, c'est une comédie horrifique qui me fait pas peur. C'est une comédie horrifique qui me fait rire, tu vois. Là, je trouve qu'il y a les deux. Tu vois, c'est un autre truc, quoi. Ouais, donc ça donne un truc un peu original parce que. En fait, je connais pas de film qui a vraiment ce ton-là où t'as les deux qui fonctionnent. Bah, c'est les Evil Dead, souvent les gens vont te dire. Ah ouais. Tu vois, le premier Evil Dead, Evil 1, Evil Dead 2, souvent c'est à peu près ça quoi que les gens disent. Ouais, Evil Dead 2, il a un côté un peu cartoon et tout, oui, c'est pour ça aussi, ouais. Mais là, ça n'a pas un côté cartoon, à part peut-être à la toute fin. À la toute fin peut-être, mais au début, non, je trouve pas, quoi. Après, les Gremlins, peut-être, tu vois, je sais pas, il y a des gens qui, tu vois, des trucs comme ça, mais. Ouais, mais je trouve pas que non, c'est. Mais je trouve, tu vois, pour moi, c'est des trucs qui sont beaucoup plus comiques, enfin, qui me font plus rire que. Bah, c'est ça. Vois, quand même. Ouais, même si dans les Gremlins, il y a quand même des moments où ça fait peur, je suis d'accord, mais ça va plus loin, enfin, en plus, c'est des bestioles, comment dire, un peu rigolotes et tout, les Gremlins, donc il y a un côté un peu marrant. Ouais, mais tu rigoles, mais il y a des gens, les Gremlins, ça les terrifiait quand ils étaient petits. Ouais, bah le premier, ouais. Après, le 2, il est beaucoup plus fun. Oui, c'est vrai que le 2 est beaucoup plus comique pour le coup. Ouais. Mais vraiment, moi, ce côté humoristique dans le film, je trouve ça, enfin, en fait, c'est un virage qui va pas forcément. Bah, tu dis ça marche. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Voilà, c'est pas leur truc. Ouais. Voilà, et c'est pas grave. Moi, je trouve que ça rajoute un côté un petit peu malsain, malaisant au film. Et moi, la partie à la fin, comme je le dis, dans la maison, où Josh Brolin, il se bat contre le toxico, là, et qui revient à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, il le met KO, il le met par terre, et l'autre, il revient. Ah, oui. Et moi, ça m'a fait mourir de rire. Et le final avec les enfants qui courent en Naruto Run, mais merci, quoi. Mais merci, quoi. Je trouve fou ce passage-là où il pète les maisons et tout. Mais... Où t'as la réaction de tout le voisinage, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comme je dis, ça rejoint en plus ce côté banlieue américaine où il se passe rien, où les mecs, enfin, vivent tranquille leur vie, tu sais, alors qu'il y a des trucs horribles qui se passent à côté. Et là, ils voient des gens. Il y a ce passage où le mec, il tond sa pelouse et il voit une vieille qui court. Et quelques instants après, il voit tous les enfants derrière. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est assez fou, quoi. Mais moi, il y a aussi un moment, il y a Josh Brolin qui cherche les enfants et une femme qui fait, il y a quelqu'un dans la maison! Ça va faire rigoler. Imagine quand même, ça doit être terrifiant. T'es tranquille avec tes enfants en train de faire un truc. Et là, t'as une vieille qui débarque de nulle part et des enfants par partie. Ça doit être terrifiant. Qui pètent les vitres et tout. Ouais, c'est l'enfer. Hein. Ouais. C'est terrifiant. Mais c'est drôle. Ah oui, non, mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Mais ouais, il y a deux autres parties aussi au film. T'as la partie du principal. Donc là, c'est Benedict Wong, voilà, qu'on voit dans un autre rôle. mais là, ce personnage, je le vois un peu comme le proviseur qui est un peu macroniste, qui est un peu neutre, tu sais, qui veut garder la paix, le calme. Et tu sais, du coup, il essaie d'être neutre et ça va un peu, tu sais, il y a le. Ouais, ça va se jouer contre lui, hein. Ça va se retourner contre lui. C'est ça, parce qu'il y a ce moment où Julia Garner l'appelle et lui dit, je pense que les enfants sont dans cette maison, il y a un truc bizarre avec cette maison, faut y aller. Et lui, il est en mode, ouais, je vais convoquer les parents, tout ça. Enfin, tu sais, il la croit sans la croire et tout. Et il pourrait appeler la police directement, dire, et c'est même d'ailleurs ce que lui pose
l'antagoniste du film, l'espèce de sorcière bizarre de tante, qui lui dit vous avez contacté la police quand elle arrive. Tu sais, elle essaie de savoir, et dès qu'il lui dit non, là, elle commence à faire ces trucs de sorcière là ou je sais pas quoi. Ouais. Et c'est ça qui mène à sa perte. C'est le manque de confiance que chacun, encore une fois, dans cette communauté, chacun un envers l'autre, qui mène un peu à cette situation là. Mais je trouve qu'à partir de là, à partir de ce moment-là, quand ce segment se fait et se finit, je trouve que le film, il a un peu tout révélé. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a... Ah bah oui, de toute façon, le truc d'après, c'est Alex. C'est ça, c'est le parti de fin. Et moi, j'ai un peu plus de mal avec cette partie, la partie de l'enfant. Je sais pas toi, parce que je trouve... Ah ouais? Bah, je trouve qu'il y a... En fait, c'est là où... Bah, le film est pas parfait, voilà. Mais je trouve que cette partie-là, parce qu'elle arrive au bout des 3/4 du film, voilà. Et je trouve que, bah, déjà, la révélation est pas forcément à la hauteur, même si pour moi, c'est pas le truc principal du film. Pour moi, en tout cas, c'est pas ce qui m'a le plus principalement dans le film, et c'est pas ça l'intérêt global du film. Mais t'as cette espèce de vieille sorcière qui est super bien interprétée, là, j'ai rien à dire, avec un design assez drôle. On dirait un clown, hein, quoi, en fait, hein, parce qu'elle a tellement son maquillage, il est grossier, quoi, t'as l'impression que c'est un clown, quoi. C'est un mix entre le Joker et ça, en fait. Voilà, un mix entre eux comme ça. Mais le truc de la vieille qui veut plus vieillir et qui va donc se nourrir des gens, en fait, j'ai déjà vu ça, tu vois. D'ailleurs, il y a même une image, au bout d'un moment, c'est Benedict Wong avec son mari, et il regarde la télé, et il y a l'image du cordyceps, voilà, qui se nourrit des gens, de ses proies, donc des insectes. Bah, c'est comme dans je sais plus quelle série là, mais en tout cas le cordyceps qui se nourrit. C'est The Last of Us, toi. Ouais, voilà, c'est The Last of Us, mais qui se nourrit du corps de la personne, etc. C'est un peu une métaphore de ce qu'elle fait la vieille tante. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de thématique abordée, et surtout je trouve que la dernière partie avec l'enfant révèle trop. Genre révèle trop sur ce personnage, etc. Alors que, comme je l'avais dit la semaine dernière quand même, et c'était un des bons trucs de Bring Her Back, c'était que ça révélait pas tout du mystère. C'est-à-dire que ça révélait pas tout de la possible secte, des cassettes, etc. Et là, je trouve que la partie de l'enfant, elle va expliquer et surexpliquer tout ce qu'on sait déjà. Parce qu'au moment où le parti de l'enfant commence, on sait déjà tout. On a déjà tous les éléments, on sait qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là, on va t'expliquer un peu tout. Et je trouve que ça perd un peu de son aura, pour le coup, de méchante, de sorcière. On t'explique comment la tante, elle est arrivée, comment elle a fait disparaître les enfants, on t'explique exactement tout, comment, même le moment où la police va forcément venir chercher la maison, etc., comment elle a fait évacuer tout le monde, elle a fait ranger toute la maison, etc. Franchement, je trouve qu'on n'avait pas besoin d'expliquer tout ça. Genre, le film n'avait pas besoin de cette surenchère de surexplication, et là je trouve que c'est un peu trop, personnellement. Ok, ouais, je suis pas vraiment d'accord. Enfin, moi j'avais envie de savoir comment elle avait fait pour les faire disparaître, quoi. Sur le coup, moi j'avais besoin de ça. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Moi, j'ai bien aimé le parti d'Alex, tout le segment Alex, parce qu'en fait, après, moi, j'étais à fond avec lui. J'étais à fond avec le gamin, parce que c'est aussi une victime, quoi. Et je me dis, le pauvre gosse, quoi. Et puis, en fait, j'étais en mode, j'espère qu'il va réussir à buter la vieille à la fin. Et j'étais un peu avec lui, quoi. Et non, moi, ça m'a pas dérangé que ça expliquait plus. Moi, je trouve que ça va. En plus, je trouve que c'est pas tellement expliqué, parce qu'en fait, au final, on sait toujours pas trop pourquoi elle fait ça. Au final, ils nous disent pas, tu vois. Bah, c'est clairement sous-entendu que quand elle arrive dans la maison, elle a un côté hyper décrépit, donc voilà, et au fur et à mesure du film, elle paraît quand même beaucoup plus, elle reste très âgée, etc., mais elle est beaucoup plus, elle est beaucoup moins décrépie, quoi. Enfin, tu vois, elle est un peu plus vivante quand même. Bah, il y a des moments où elle est pas maquillée et tout, il y a des moments où ça va pas du tout, ouais. Bah, t'as ce moment où elle arrive et elle est posée dans le lit, elle est amorphe, t'as l'impression et à ce moment-là, tu vois qu'elle est pas bien, et dès qu'il revient de l'école et qu'elle a hypnotisé les enfants, elle est un peu mieux, quoi. Déjà, elle est beaucoup plus vivante, quoi. Et donc, tu comprends quand même très vite, après l'image du cordyceps, etc., qu'elle se nourrit des gens, en fait. C'est ça qui lui permet de subvenir à sa vie, quoi, et son expérience de vie. Ça se trouve, en plus, cette personne-là, voilà, c'est une sorcière de centaines d'années, je sais pas, tu vois. Mais il y a un peu, enfin, je trouve que ça explique un peu trop tous ces trucs-là, mais... Ouais, mais ça, tu vois, c'est dans la partie d'Alex, tu vois, si tu la vois pas, tu saurais pas que c'est ça. Donc moi je trouve que c'est quand même intéressant. Pourquoi pas, mais est-ce que t'es obligé de m'expliquer comment Alex, il a pris tous les trucs de ses camarades, comment ils ont caché à la police, tous ces trucs-là? Je me dis, ouais, c'est un peu trop. Moi, j'ai envie de savoir, parce que c'est le côté thriller, quoi. Après, moi, ça me plaît, tu vois. Enfin, j'aime bien le côté enquête, thriller, comme donne les réponses de comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu ci, il y a eu ça. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression que je les ai déjà, ces réponses. Ils me montrent juste ce que je sais. Moi, j'avais pas l'impression, tu vois. Ouais.
Moi, je trouve pas. Je trouve pas que j'avais les réponses. Moi, j'avais besoin encore de réponses un peu, justement. Comment elle a fait, comme tu disais, pour qu'ils se barrent tous au milieu de la nuit, tout ça. Et ouais, c'est parce que Alex, il a pris des trucs. Et Alex, moi, je le soupçonne pas pendant tout le film, quoi. Je me dis, c'est juste un pauvre gosse. Quoi. Tu te dis quand même qu'il y a un truc qui va pas avec ce gamin. Enfin, tu sais qu'il sait des choses. Enfin, moi, quand je vois le gamin, il dit laisse-moi tranquille à la femme et tout, rentre pas dans la maison, sa maison elle est bizarre. Je me dis, il y a un truc avec ce gamin. Je sais que c'est pas lui, tu vois. Je me dis pas, c'est lui qui a tout. Enfin, je me dis pas, mais je me dis, il y a un truc bizarre avec sa maison très rapidement. Mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est pas ce qui l'intéresse le plus, Zach Cregger, la révélation finale, tout ça avec la vieille. Et même, je sais pas, je trouve pas que c'est le truc le plus sympa, le plus original du film, ou le truc qui m'intéresse le plus. Moi, je trouve que mettre du lore de sorcière dans une banlieue et tout, moi, je trouve ça un peu sympa, tu vois. Je trouve ça un peu original quand même, tu vois. Ouais, peut-être. Après, enfin, je sais pas, il y a eu tellement de films d'horreur, de trucs, tu vois. Mais tu vois, ce lore de contrôler les gens, etc. C'est pas un truc qui me parle globalement, quoi. Ouais, j'aime bien, moi. Mais après, sinon, le film, voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est ce tient très bien. Le personnage de Gladys, j'ai bien aimé. Il est un peu drôle et un peu creepy en même temps. Je suis d'accord, mais on en montre trop aussi. Pour moi, c'est encore ça. C'est qu'à la fin, j'ai l'impression que je la vois. Je l'ai trop vue, quoi. Je l'ai trop vue Ouais, peut-être, ouais. En fait, une fois qu'on la révèle, ouais, alors qu'avant, on la voit pas du tout pendant. En fait, jusqu'à Benedict Wong, tu sais, quand elle arrive chez lui, etc. Tu sais, je me dis encore ça va. Et après, tu la revois sous toutes ses formes, etc. Je me dis, laisse un peu de trucs, un peu de mystère. Enfin bref, je vais pas revenir dessus. Ouais, c'est chaud dans le tel, quoi, pour toi, quoi. Par contre, j'ai bien aimé quand elle va chez Benedict Wong, là, que dit, il veut lui servir un vélo, tu fais, non, donnez-moi un saladier. Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Un saladier. Tu me dis, mais d'accord, ok. Et ouais, tu te doutes que ça va partir en couille. Moi, j'ai bien aimé cette séquence-là, chez lui et tout. C'était pas mal. Non, mais et puis, d'ailleurs, elle joue très bien, l'actrice qui joue ce rôle-là, et de toute façon, tout le monde joue bien. Surtout, après, j'ai vu quelqu'un qui disait, les films d'horreur, à chaque fois, c'est les vieux, les méchants, les vieux, les vieilles. C'est ça que j'ai dit, tout ce truc de la vieille qui veut utiliser les autres pour survivre, pour survivre plus longtemps, etc. Bon, c'est sûr que j'ai déjà vu, mais bon, c'est pas forcément grave, parce que encore une fois, je trouve que c'est pas le centre pour moi de ce que le film raconte. En vrai, je pense pas non plus. Mais je pense savoir comment j'ai vu une interview tu sais, il dit comment il écrit. Il dit que lui, c'est un spectateur insupportable, quand il va voir des films et tout. Et qu'en fait, il dit que si lui, il faut que ça le divertisse tout le temps, tu vois. Donc il dit quand il écrit ses scénarios, il faut que ça le divertisse tout le temps, tu vois. Et tu le sens, en fait, dans le film que oui, il adore faire des rebondissements tout le temps. Voilà, il faut que ça bouge, faut que ça, enfin, voilà, je vois ce qu'il veut dire quand il a dit ça, tu vois. Je vois aussi, parce qu'à chaque fois, il dynamise le truc, quoi. De toute façon, les changements de point de vue, etc., c'est voilà. Je pense qu'il essaie de peut-être traiter un personnage ou un truc jusqu'au bout, et après, dès qu'il sent qu'il a peut-être plus d'inspiration, il change direct de point de vue, de personnage, etc., quoi. Je pense que c'est un peu ça aussi le truc, quoi. Mais d'ailleurs, on parlait de la sorcière, mais je pense qu'il y a encore un truc vis-à-vis des femmes, je pense, dans le film, par rapport aux femmes, que j'ai pas trop élucidé. Mais ça m'étonnerait pas, vu qu'il a fait Barbarian. Parce que il y a un truc bizarre des femmes qui sont un peu mis de côté, encore une fois. Après, c'est peut-être encore dans ce truc de portrait un peu de ville américaine. T'as déjà cette image de la sorcière, parce que Julia Garner est traitée de sorcière, alors qu'il y a parce qu'il y a une witch, mais il y a une vraie sorcière, d'ailleurs, c'est un petit foreshadowing caché. Mais en même temps, c'est un truc typiquement sexiste, en fait, de traiter, tu peux pas traiter les hommes de sorcières, de toute façon, ça n'existe pas. Mais elle-même de sorcière, elle se fait traiter de sorcière directement. Et il y a même le flic qui un peu la paternalise un petit peu en mode ouais, tes petites trouvailles, tes petits trucs, laisse ça à la police, ça sert à rien. Et le truc qui me fait dire ça, qui est un petit truc vis-à-vis de ça, c'est quand même Josh Brolin, à un moment, il va voir la mère d'un enfant kidnappé. Et il va lui dire, ouais, est-ce que je peux voir les vidéos de surveillance que vous avez devant votre maison, vous avez les mêmes que moi, pour enquêter. Et la mère de famille, elle dit, ouais, non, je suis pas à l'aise. Je suis pas très à l'aise avec ça, j'ai pas envie. Et il attend que son mari revienne. Et il attend que son mari revienne, qui est joué par Justin Long, d'ailleurs, Justin Long qui était dans Barbarian. Et, oui. Et il va alpaguer le père en lui disant, ouais, vous pouvez me faire voir la vidéosurveillance. Et lui, il accepte, et tu vois sa femme à côté qui a les bras croisés en mode, et je dis, mais c'est bizarre d'avoir juste laissé ça comme ça. Et donc pour moi, il y a sûrement un truc vis-à-vis de ça aussi. Surtout qu'il a le final cut. Donc ouais. Oui, moi je pense qu'il y a un truc vis-à-vis de ça, même si je pense que c'est pas le centre du film, hein, c'est vraiment un portrait de l'Amérique. Mais je pense qu'il y a tous ces petits trucs-là qui me fait dire qu'il a quand même pas oublié certains, enfin oublié. En tout cas, il a pas oublié de traiter certains trucs qu'il y avait déjà dans Barbarian vis-à-vis des femmes, quoi. Les femmes, il y avait un délire avec des enfants aussi, je crois, dans Barbarian à la fin. Il y avait un délire par rapport à un enfant, je crois. Non, enfin, c'était les femmes. Je vais pas révéler, mais ça a toujours été vis-à-vis des femmes en général, quoi.
Parce que je me souviens de paquets de lait et tout, là. Il y avait un délire. Ouais, mais c'est les femmes. Ok, c'est par rapport aux femmes. Mais j'ai pas envie de révéler Barbarian ici. Mais là, en tout cas, à la fin, ouais, bah, Julie Garner est en vie à la fin du film. Bah, elle est super, Julia Après, Garner. Josh Brolin aussi, quoi. Elle est super dans le film. Bah, moi, ouais, j'aime beaucoup, moi, Julia Garner, finalement. Enfin, je la connaissais pas de fou, et en fait, ouais, c'est peut-être celle qui. Il paraît qu'elle est super dans Ozark, je crois. Ouais. Mais moi, j'ai pas vu Ozark, malheureusement. Donc voilà. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur le film, Mista? Pas spécialement, non. Bah voilà, du coup, l'été horrifique est plutôt pas mal, hein. Bah oui. Hein. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on reparle d'un film. Non, je déconne. On reparle d'un film d'horreur, non. Mais voilà, c'est notre avant-dernière critique avant de partir en vacances. Et ben, on espère que vous avez aimé cet épisode sur Evanui Weapons de Zach Cregger. Voilà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide toujours pour le référencement. À nous suivre, on est disponible partout sur à peu près toutes les plateformes de podcast, Acast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, etc. À nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, donc sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et on se retrouve très bientôt pour parler des news de la semaine, des dernières news de la semaine avant un moment. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.